dire quelques mots pour me présenter. Donc, je suis Marc Génuit, j'ai pris la direction de l'école le 3 janvier et j'ai remplacé Jean-Louis Bigotte, que certainement vous connaissez mieux que moi pour l'instant. Voilà. Et Jean-Louis nous fait le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. Jean-Louis a pris la direction de l'ICAM de Nantes, et donc ce qui me permet d'être quand même assez proche de lui et d'assurer une bonne continuité dans tous les projets qu'on mène à l'IST. Donc j'apprécie beaucoup de pouvoir encore collaborer avec lui. Et puis, alors je voudrais me présenter rapidement. En fait, moi je viens du monde de l'industrie. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Et j'ai eu deux expériences importantes. On va dire une première expérience dans le monde de la PME, puisque j'ai travaillé dans une petite société de la région du Nord, où nous avons mis au point un logiciel de gestion de production, et j'étais en fait en contact avec beaucoup d'entreprises familiales de la région du Nord. Et puis, cette première expérience étant passée, j'ai eu envie de faire de l'international, et je suis parti pendant 10 ans chez Hewlett-Packard à Grenoble, où j'ai managé un certain nombre d'équipes au niveau mondial, européen. Donc j'ai vu à la fois le côté PME et le côté grande entreprise. Et puis après 20 ans de pérégrination, je me suis dit que c'était le temps de nouveaux challenges. Et comme par ailleurs je m'occupe aussi de formation par l'intermédiaire du yoga, je me suis beaucoup intéressé au développement personnel. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de m'orienter vers de la formation, et puis le poste se présentant à l'IST de Vannes, j'ai postulé, et puis je suis parmi vous aujourd'hui. Concernant la journée des industriels, je voulais faire un petit rappel pédagogique. Cette journée en fait s'inscrit dans la formation des élèves, et elle a été entièrement organisée par les élèves qui sont en dernière année. Je les remercie aujourd'hui pour leur travail. C'est pour nous on va dire, un point important de notre pédagogie. L'idée, c'est que tout au long des 5 ans de l'école, les élèves peuvent faire un certain nombre d'expériences qui ne sont pas uniquement des expériences techniques, mais qui sont aussi des expériences humaines. Ils sont amenés à aller faire des projets à l'extérieur de l'école au travers de projets qu'on appelle mission sociale. Ils sont amenés à faire aussi beaucoup de projets avec le monde de l'entreprise. Et la JDI en fait partie. Et toutes ces expériences, notre objectif c'est de les relire avec eux et de les amener à progresser par rapport à ce qu'ils ont expérimenté sur le terrain. Donc cette journée des industriels, c'est aussi l'occasion pour eux d'expérimenter ce que c'est que d'organiser un événement où les gens ne sont pas forcément facilement contactables, où il faut faire de la pub, il faut communiquer, il faut travailler en équipe. Et tout ça, c'est important pour moi que vous puissiez, si vous avez l'occasion, leur donner votre feedback sur l'organisation de la journée. Parce que ça fait partie de notre façon de vivre les choses à l'IST. Donc n'hésitez pas à partager avec eux, à leur dire ce que vous avez apprécié, à leur dire ce que vous aimeriez voir l'année prochaine. Moi-même, j'ai eu une petite discussion ce midi avec les intervenants. C'est une chose qu'on va relire ensemble avec les étudiants et avec tous les intervenants. Et puis je sais que les intervenants sont eux-mêmes aussi intéressés pour savoir comment nous avons vécu leur présentation. Donc on fera une petite synthèse pour faire un point sur ce qu'on a vécu tous ensemble. Voilà, donc important pour notre pédagogie, les expériences, les relire, corriger le tir par rapport à ces expériences. Et de façon à rester ancré dans le terrain et qu'on ne soit pas dans la théorisation inutile. Alors je vais maintenant laisser la parole à Michael, si je prononce bien ce nom, j'avais toujours envie de dire Michael, qui va vous présenter rapidement l'après-midi, et il y aura aussi Guénaël Leluec qui va faire après l'animation des présentations. Merci Monsieur Génuit. Au nom de la promotion 2008, merci de votre présence aujourd'hui au sein de l'IST Bretagne pour assister à la 5e édition de la Journée des Industriels. Cette année, nous avons choisi de développer le thème de la transmission des compétences. Ce thème a été choisi suite à une étude du magazine The Economist mettant en avant que pour les 15 prochaines années, les entreprises vont baser leur stratégie d'augmentation de la productivité sur le management des compétences. Un sondage réalisé auprès d'industriels bretons nous a confirmé que ce thème est l'enjeu majeur à maîtriser afin de poursuivre le développement de son entreprise.
je vais laisser la parole à M. Lehuec, à qui nous avons demandé d'établir une vision globale du management des savoirs, dans lequel nous retrouvons le problème de la transmission des compétences. Dans un second temps, nous passerons à un moment d'échange et de partage avec nos invités. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi. Merci à tous. C'est bon, vous m'entendez? Alors oui, effectivement, j'ai accepté de faire un peu la vision globale, c'est-à-dire d'écrire quelque chose sur l'état de l'art du sujet du management des savoirs. Tout simplement parce qu'il y a 2 ans, j'ai écrit un mémoire sur la compétence stratégique, facteur de rente pour les entreprises. La préoccupation actuelle, effectivement, des grandes entreprises pour la gestion des connaissances est réelle. Elle trouve toute son origine dans différentes évolutions complémentaires et simultanées. Le problème de la transmission des connaissances et de leur gestion est aussi vieux que l'industrie elle-même. Et d'une certaine manière, toute filière mène spontanément en pratique des procédés d'acquisition des connaissances. Lorsqu'on questionne les entreprises sur le management des compétences et des connaissances, elles ont souvent la réaction suivante: nous, on fait depuis toujours, simplement, on ne l'appelle pas comme ça. Déjà dans les années 1750 en France, un certain M. Truden avait monté un réseau d'experts chargé de sillonner l'Europe pour observer les méthodes de fabrication et les technologies afin de reproduire ces secrets de fabrication sur le terrain national, avec un souci conforme à l'esprit de la philosophie des Lumières. Diderot, lui, dans la partie de l'encyclopédie consacrée au métier, visait à mettre par écrit et à formaliser les tours de main et les savoir-faire développés par les fabricants et les artisans. Plus près de nous, de nombreuses méthodes de management se sont essayées à optimiser la gestion globale des connaissances de l'entreprise pour en accroître la productivité générale. Je pense en particulier au TQM. Toutefois, de multiples raisons sont évoquées pour expliquer l'engouement des entreprises à faire de la gestion des connaissances. Toutes se traduisent par la nécessité de puiser dans les savoirs disponibles à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation ou d'en créer de nouveaux, seuls ou en partenariat. J'en citerai que quelques-unes. La taille et la complexité des organisations sont toujours telles que l'on a du mal à identifier les experts et autres détenteurs de savoir. L'évolution de l'entreprise dans son environnement et ses nouveaux enjeux externes contraignent celle-ci à être beaucoup plus performante que par le passé, à mutualiser et capitaliser les expériences pour ne pas réinventer la roue lors de chaque nouveau projet. Les connaissances cruciales de l'entreprise qui ne résident pas essentiellement dans les systèmes d'information automatisés qui exploitent des informations structurées selon des règles de gestion explicites, la connaissance cruciale, elles sont de plus en plus dans les savoirs tacites. La perte des compétences liées à des départs en retraite imminents ou à un turnover accéléré des spécialistes et des experts. La prise de conscience que l'on entre d'une part dans une phase de surinformation et d'autre part de la valeur du capital immatériel que représente aussi bien la connaissance sur leurs clients que les savoir-faire et les compétences de leurs employés. On constate donc de plus en plus que la vision même de stratégie d'entreprise est affectée par l'avènement du savoir. Ainsi, si l'économie dans son ensemble accorde une place de plus en plus large à la notion de capital immatériel, l'entreprise suit le même chemin, et va même jusqu'à révolutionner ses conceptions de base. Cultiver la connaissance dans l'entreprise, c'est créer la représentation partagée qui permet d'envisager collectivement l'avenir, précise Jean-Yves Prax dans l'introduction d'un ouvrage sur le management des compétences. Dans cette économie de l'immatériel, d'aucuns s'accordent à dire que la valeur comptable d'une entreprise n'est donc plus du tout significative de la valeur de celle-ci. La valeur comptable, valorisée par le passé en ne tenant compte que des actifs tangibles, alors que la valeur immatérielle, elle, valorise l'avenir et prend en compte les facteurs intangibles, les compétences humaines, les marques, les relations clients, les méthodes de production, et que sais-je. Le problème est alors de la mesurer, cette valeur immatérielle. Certains auteurs proposent de définir la valeur du capital immatériel par la différence entre la valeur de marché et la valeur comptable, ce qui représente pour intérêt de rendre structurel et permanent son capital immatériel. Mais alors de quoi se compose ce capital immatériel? Bien tout simplement d'un capital humain au passif et d'un capital structurel à l'actif. Le capital humain représente la somme des connaissances et des compétences des hommes.
Il n'appartient pas à l'entreprise, mais aux personnes qui y travaillent. L'entreprise loue aux salariés ses compétences et connaissances moyennant une rémunération. Ce capital a la particularité d'entrer et sortir matin et soir par la porte de l'entreprise. Le deuxième capital, le capital structurel, représente lui la capacité de l'entreprise à combiner l'ensemble des facteurs immatériels, savoir et savoir-faire, dans les processus, produits et services pour créer de la valeur. Les dirigeants découvrent que la productivité des firmes ne repose plus seulement sur le capital physique de la force de travail, mais sur d'autres facteurs, jusqu'ici laissés pour compte, tels les savoir-faire, compétences, connaissances, capacité à résoudre collectivement les problèmes. L'enjeu est donc crucial et nouveau. En effet, comment gérer un actif immatériel et intangible qui ne respecte pas les principes économiques traditionnels? La réponse est sans doute dans un contexte organisationnel favorisant le partage des connaissances, susceptible de rendre l'entreprise plus performante. Cette performance accrue repose sur le fait que les employés sont plus motivés, car ils ont le sentiment d'être véritablement intégrés à l'organisation et de partager une forme de pouvoir, celui de la connaissance, avec les autres membres de l'organisation, quel que soit leur statut dans la firme. De plus, grâce au transfert de connaissances, les employés partagent leur savoir-faire technique, des partages d'expertise, mais aussi des savoir-faire non techniques, et par la combinaison de ces savoirs avec leurs propres connaissances, réactualisent en partie leurs compétences, les exploitent de manière différente, voire même en acquièrent de nouvelles. Le modèle conventionnel d'organisation des connaissances s'articule autour des données, des informations et des connaissances. Les données sont considérées comme des simples faits qui, une fois triés et organisés, deviennent des informations. Ces informations, à leur tour, deviennent de la connaissance quand elles sont interprétées, mises dans leur contexte, ou quand on leur a ajouté de la signification. Le modèle de création des connaissances repose donc sur la distinction entre deux savoirs, le savoir tacite et le savoir explicite. Le savoir explicite est une connaissance facilement codifiée, archivable et transmissible en un langage formel et systématique. Celui-ci se traduit par une production de données au niveau individuel et souvent par une gestion électronique documentaire au niveau de l'entreprise, dans des bibliothèques, des archives, des bases de données, souvent partagées par un réseau intranet, voire un réseau Internet. Le savoir tacite, quant à lui, implicite ou informel, qui s'acquiert surtout par la pratique ou l'expérience, est enraciné dans l'action, dans les routines, dans un contexte spécifique, et il a un aspect plus personnel qui le rend difficile à formaliser et à communiquer. Mais qui peut donner la productivité personnelle au niveau individuel et que l'on reconnaît aujourd'hui comme source d'avantages concurrentiels au niveau de l'entreprise. Vous avez donc là un schéma qui présente un peu la structure du management des compétences. Vous avez en haut les deux savoirs, explicite et tacite, et il s'agit en fait de faire émerger ces savoirs. Les connaissances explicites, grâce aux technologies de l'information et de la communication, peuvent facilement être structurées, organisées et rendues accessibles. Par contre, le plus délicat consiste à expliciter les connaissances tacites, à les formaliser et à les rendre utilisables. Toutes ces données sont stockées dans ce qu'on pourrait appeler un entrepôt de données. C'est une grande base de données qui rassemble toute la connaissance et les informations d'entreprise. L'ensemble de ces données permettent ensuite un travail collaboratif ou coopératif au sein de l'organisation. On regroupe l'ensemble des techniques, des méthodes qui contribuent à la réalisation d'un objectif commun à plusieurs acteurs, séparés ou réunis, par le temps ou par l'espace. Tout cela à l'aide de dispositifs interactifs faisant appel à l'informatique, aux télécommunications, aux méthodes de conduite de groupe, qui permettent de communiquer, gérer, organiser et coordonner, partager des informations, mais aussi de favoriser et faciliter le travail de groupe. Alors on peut se poser la question, le savoir est-il égal au pouvoir? Eh bien la richesse créée par l'entreprise provient de sa capacité à capter les connaissances, à innover. La logique de ce type de management consiste à exploiter et valoriser ces connaissances. Et vous avez là une flèche de retour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'individu, en partageant ses connaissances, ne fait aussi que rajouter au capital intellectuel de l'entreprise. Ainsi, la gestion du capital immatériel de l'entreprise, au-delà de sa simple utilisation et capitalisation,
des connaissances et des compétences des hommes s'intéresse à créer des conditions favorables pour que leur utilisation soit génératrice de valeur supplémentaire. En définitive, au-delà des effets de mode, il paraît important, d'une part, de cerner mieux ce concept, et d'autre part, de partager le vécu de différentes entreprises, toutes confrontées au problème du transfert des compétences, et qui ont accepté aujourd'hui de vous présenter leur expérience dans ce vaste sujet choisi par les étudiants, la transmission des compétences, en répondant à deux questions: pourquoi, comment. Et si vous voulez bien maintenant, on va, dans les 2 heures qui suivent, accueillir tour à tour les différentes entreprises qui ont accepté de venir témoigner et qui vont partager avec vous leur expérience. Merci. Pourquoi Frampac a l'idée de travailler sur la transmission des compétences, ce que vous appelez le knowledge management? Bon, alors, une société comme la nôtre, c'est une usine de production. Alors, une usine de production, la production, c'est quoi? C'est des hommes et des machines. Et la rentabilité d'une usine est liée en grande partie à l'efficacité de son système de production. Voilà, donc on a donc besoin d'avoir des machines efficaces, mais aussi des hommes efficaces. Alors je précise, il y a aussi des femmes. Mais, donc voilà pour ça. On est une usine qui, comme beaucoup d'usines, fonctionne en 3/8, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Si on fait une image assez classique, si on faisait fonctionner une voiture à ce rythme-là, on atteindrait plus de 250 000 km en 6 mois. Donc on a besoin d'avoir des machines qui soient endurantes, mais même si elles sont en général 10 fois plus robustes que des voitures, il leur arrive de tomber en panne, il leur arrive de s'user. Alors quand les machines s'usent, on a besoin d'avoir des hommes dans l'entreprise qui soient capables de les entretenir, et quand elles ont des défaillances, on a besoin d'avoir aussi des personnes qui soient capables de les dépanner et de les régler, surtout. Et donc c'est là, je crois, que se situe le problème. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est un problème qui existe dans toutes les usines de production. Quand on a travaillé pendant des années dans une usine qui produit de la très grande série comme la nôtre, et qui a des machines assez automatisées, on sait pertinemment que, surtout qu'on travaille en poste, donc on peut comparer le fonctionnement des différentes équipes, et on sait pertinemment que des opérateurs de conduite et des opérateurs support qui ont de l'expérience et du recul font très souvent la différence sur un même équipement. Donc c'est très important, il faut accorder une importance à ça, au recul, à l'expérience et aux compétences. Voilà. Si vous auriez quelques exemples. Alors Arnaud, Arnaud, donc je présente Arnaud Marusfeld, qui m'accompagne aujourd'hui et qui est responsable de l'atelier. Je n'ai pas fait. Vous êtes directeur industriel. Je suis directeur industriel de Frampac. Et donc moi je suis responsable de production, hein. Donc j'encadre donc un atelier d'à peu près 120 personnes, hein. On a 28 lignes de fabrication. Donc pour mettre en avant ce que disait M. Gilles, il faut savoir que depuis 4-5 ans, on a investi massivement en nouveau matériel, à savoir à peu près 10 millions d'euros d'investissement pour une usine qui en fait 44 millions de chiffre d'affaires l'année, ça reste quelque chose d'important, hein. Et il faut savoir que cet investissement-là était nécessaire pour pouvoir conserver nos marges. Alors conserver nos marges, c'est des choses qu'on connaît, hein. Malheureusement, le contexte, en tout cas c'est notre situation, le contexte veut que la matière qu'on utilise est de plus en plus chère, tous les ans. Nos concurrents, qui je crois sont dans la salle, pour certains, nous mettent une pression aussi qui fait qu'au final, il faut qu'on se batte, hein, pour véritablement garder nos marges. Et ça fait que l'investissement qu'on a fait, les nouvelles lignes qu'on a mis en place, nous a obligés à ne pas augmenter l'effectif. Donc on a dû faire plus de fonds, on avait plus de machines à effectif constant. Donc là, la problématique, c'était de se dire, là où il y a 4-5 ans, on avait dans les ateliers en 3/8, des personnes qui, en guillemets, attendaient que les machines tombent en panne pour intervenir. Il fallait que les gens qui étaient sur ces lignes de fabrication, qui étaient jusqu'à présent des conducteurs simples, hein,
dans le sens, il y a un oreillage, j'enlève l'oreillage, je redémarre la machine. Il fallait que ces conducteurs-là soient des conducteurs à compétences qu'ils aient des compétences plus fortes. Hein. Et c'est vraiment cette problématique qu'il fallait régler. Hein. Et donc, dans ce sens-là, on s'est retrouvé dans un cas de figure où il fallait, c'est la journée d'aujourd'hui, il fallait transmettre le savoir. Alors bon, transmettre le savoir, ça fait des années que moi et mes équipes, on se demandait comment faire, parce que ça peut être simple. On savait qu'il y avait une vraie problématique à ce niveau-là, mais on ne savait pas comment y arriver, hein, très clairement. Et ce qu'on s'est dit, donc, c'est qu'il fallait déjà donner en fait à nos personnes un minimum de savoir, compétences techniques de base, parce que on sait tous que dans l'industrie, dans nos métiers, les gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, ont acquis l'expérience, ont acquis des compétences sur les lignes de fabrication. Moi, je sais que chez moi, j'ai pas beaucoup de gens qui ont le bac, j'ai très peu qui ont des BEP, CAP. Il y a des compétences en tout cas les personnes ont des origines un peu diverses. J'ai des anciens boulangers, des anciens... Et ça, c'est vrai qu'au final, ils arrivent à conduire les lignes, mais là où avant, il y avait du monde autour, maintenant, il n'y en a plus. Donc, comment faire? Et c'est toute la problématique du jour, en fait. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, en fait, hier, vous aviez des opérateurs, demain, vous voulez avoir des opérateurs. Voilà, exactement. Hein. Il faut qu'ils s'approprient leur ligne, il faut qu'ils s'approprient leur machine, parce qu'on n'a plus les moyens financiers, plus les moyens d'avoir des gens qui attendent que les lignes s'arrêtent pour les réparer. C'est à chaque opérateur, au plus proche des lignes, de pouvoir effectuer sa propre maintenance de premier niveau, effectuer des diagnostics, réparer les lignes et mieux les maîtriser. Hein. Parce qu'autrement, on n'est plus là, quoi, très clairement. Voilà. J'ajouterais que pour épicer un peu les choses, les années passent, et plus les années passent, plus nos machines sont automatisées, donc plus elles nécessitent des compétences. Alors c'est ce que je me propose de vous montrer sur cette petite vidéo qui vous montre comment on faisait avant. Enfin, pour être honnête, on le fait toujours un peu, parce que certaines de nos lignes sont toujours comme ça. Comment on faisait avant pour emballer des boîtes. Hein. Alors il y a une personne qui prend les boîtes sur des cadres équipés de ventouses, hein, ça permet d'en prendre pas mal à la fois, mais ça reste une opération manuelle. Alors la panne, c'est quoi? C'est l'opérateur qui est absent, quoi. Donc quand l'opérateur est en panne, on en met un autre à la place. Donc ça c'est simple. Aujourd'hui, voilà ce qu'on a. Donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Aujourd'hui, voilà ce qu'on a. Donc on est obligé d'avoir des personnes capables de dépanner ce genre de choses. Alors c'est très bien pour les frais personnels, c'est très bien pour la rentabilité, mais il ne faut jamais oublier que ce truc-là, quand il est en panne, si vous avez quelqu'un qui n'est pas capable de le dépanner, vous êtes à l'arrêt. Vous êtes complètement à l'arrêt. Donc ça, c'est le premier exemple. On a d'autres exemples sur lesquels je vais passer assez rapidement, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que sur la fabrication des fonds, avant, nous avions... alors ici à l'emballage, par exemple, des personnes qui mettaient les fonds à la main dans des sachets. Hein, on voit bien sur cette ligne-là. Aujourd'hui, j'ai passé... Alors, tant pis pour moi. Vous ne verrez pas le robot de palettisation des fonds, donc je vais éviter de cliquer la prochaine fois. Ici, c'est un troisième et dernier exemple, qui est l'exemple de la machine complètement mécanique pour l'amenage des bandes de métal vers l'outil d'emboutissage, qui a été et est de plus en plus remplacé ces dernières années par des systèmes de presse équipés d'amenage automatique, c'est-à-dire que le robot finalement prend la feuille entière, il n'y a plus de cisaillage en bande, c'est la feuille entière qui est emboutie par l'intermédiaire d'un amenage appelé dans le jargon XY, hein, qui permet d'emboutir la feuille en pleine feuille. Voilà, donc c'est l'exemple type des presses que l'on a un peu partout aujourd'hui. Donc ça, c'est pareil, ce sont des systèmes qui sont parfois un peu délicats à régler et à dépanner lorsqu'ils sont défaillants. Donc voilà. Si je conclue sur le pourquoi, sur les causes, c'est tout simplement votre automatisation
Deux raisons. Il y a la raison qui a été évoquée par Arnaud tout à l'heure, c'est la compétence des gens, l'autonomie des gens. Pour accroître leur autonomie, nous nous engageons dans cette démarche. Et aussi parce que, comme vous l'avez dit vous, il y a des départs à la retraite, il y a des départs tout court, de personnes qui sont très compétentes, qu'on ne peut pas toujours remplacer. Et en tout cas, quand on les remplace, il faut pouvoir mettre en place des systèmes qui permettent de former les remplaçants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'effet ciseau. Hein. Nos process sont de plus en plus compliqués, et donc c'est de plus en plus difficile d'avoir les bonnes compétences aux bons endroits. Alors, face à ces deux situations, qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre aux problèmes? Je propose à Arnaud, à ce moment-là, je vais passer assez rapidement sur le petit exemple. Le petit exemple, c'était... je vais quand même vous l'expliquer très rapidement. Bon, un exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Et là, on était dans le cas d'un opérateur jeune qui avait peu de recul. L'action ne se passe pas du tout sur une ligne compliquée, puisqu'il n'y a pas de robot, il n'y a pas d'amenage automatique, c'est du cisaillage classique. Donc là, c'est une feuille de métal qui fait à peu près 1 mètre par 1 mètre, qui est cisaillée en 5 ou 6 bandes, et qui est ensuite mise par l'opérateur dans le magasin d'une presse. Et ces paquets de bandes sont ensuite séparés par un système de ventouses, de griffes et de ventouses. Et l'anecdote, et c'est assez classique comme situation, alors ça va vous paraître un petit peu naïf et un petit peu bébête, mais c'est très classique comme situation. Vous avez l'opérateur qui a un problème, les ventouses n'arrivent plus, de temps en temps, n'arrivent plus à séparer les bandes de métal qu'on voit à droite sur l'image. Alors la première chose, c'est que l'opérateur va se jeter sur les ventouses et il va s'apercevoir que sur les 6 ventouses, il y en a 2 qui sont un petit peu abîmées. Donc il va aller au stock général de pièces détachées, ça va lui prendre 5 minutes, il va venir changer les 2 ventouses, il va remettre en route, et au bout de 5 minutes de fonctionnement chaotique, il va s'apercevoir que finalement, c'était pas les ventouses qui posaient le problème. Donc il va se dire, zut, c'est les griffes qui sont trop serrées, je dois avoir 2 griffes sur 8 qui sont trop serrées au niveau de mon magasin de presse. Le magasin qu'on voit sur la droite. Donc il va vider le magasin. Alors vider le magasin, c'est 300 kg de métal. 300 kg de métal, au bout d'un quart d'heure, le magasin est vide, il va régler ses griffes, il va remettre le métal dans le magasin, il va repartir, et puis c'est pareil, le problème ne sera toujours pas résolu. Et là, il va finir par, au bout d'1 heure, il va finir par appeler son chef, et il va lui dire, j'arrive pas à résoudre le problème. Et son chef va venir, avec un pied à coulisses, il va lui dire, est-ce que tu as regardé si la cisaille cisaillait correctement les bandes? Ah ben non. Est-ce que tu as vérifié la largeur des bandes? Et il va s'apercevoir en 3 minutes, il va s'apercevoir qu'il y a une bande sur 5 qui est toujours un peu plus large que les autres et qui fait 3 ou 4 dixièmes de plus. Donc là, on a typiquement l'exemple d'une erreur de diagnostic. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre aux opérateurs des recettes, mais il faut surtout, c'est ça qui est le plus important, il faut leur apprendre, face à un problème technique, il faut leur apprendre à faire le bon diagnostic, il faut leur apprendre à attendre un petit peu, à regarder, observer et réfléchir. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrivera à atteindre la rentabilité, puisqu'elle vient de la productivité. Et je dirais, pour finir, que les lignes doivent s'arrêter le moins souvent possible, et surtout le moins longtemps possible. Donc, le knowledge management va nous permettre d'atteindre, d'une certaine manière, une meilleure productivité. Voilà, donc c'était un tout petit exemple, mais qui illustre bien des cas industriels que d'autres connaissent. Alors je vais te laisser la parole, Arnaud, tu vas nous expliquer toi comment on fait, nous, pour mettre en œuvre cette technique de transmission du savoir. Voilà, donc ce qu'on a décidé, en tout cas ce qu'on a prévu chez Franpac, c'est plusieurs choses. Déjà, on aborde en fait cette transmission de savoir à 2 niveaux. Donc, avant ça, peut-être, la problématique était tellement là qu'on s'est dit qu'il va falloir se faire accompagner. Et il faut savoir qu'on a un apprenti, donc IST Van, qui nous a rejoint en septembre, et dont la mission sur les 3 ans est de nous accompagner dans cette démarche de transmission du savoir. Donc c'est quand même déjà le premier exemple qui montre que c'est vraiment une vraie problématique chez nous. Donc, comment on s'y est pris? On a déjà sur un secteur de l'atelier où on avait 80 personnes, on a identifié une vingtaine de personnes qu'on voulait faire progresser au niveau des compétences et de leur savoir. Donc c'est des mécaniciens, des conducteurs. Et c'est vraiment les personnes clés qui, chez nous en tout cas, sont en face des problèmes, en face des lignes. D'accord ? Donc première étape qui a été développée, c'est de les former, parce que
je le disais tout à l'heure, on a des profils totalement différents. Hein. Les gens n'ont pas forcément eu de compétences techniques ou n'ont pas acquis de compétences techniques lorsqu'ils ont fait leurs études. Il y a plein d'opérateurs, de mécaniciens qui n'ont pas fait de longues études hein, chez nous. Hein. Et donc l'idée, c'est déjà de leur donner des compétences de base. Et pour ça, on s'est fait accompagner par l'AFPI, qui est en fait un organisme de formation de la métallurgie. Hein. Et avec eux, on a pratiquement un an développé un module de formation de 150 heures pour une remise à niveau en mécanique, pneumatique, automatisme. C'était vraiment la première chose à faire parce que il était clair qu'à partir du moment où on commençait à leur montrer comment les machines marchaient, à partir du moment où on allait leur faire prendre conscience du fonctionnement des machines, il fallait qu'on parle de vérin, qu'ils sachent ce que c'est. Il fallait bien que quand on parle de jeu dans une pièce, ils sachent ce que c'est également. Toi. Donc c'était vraiment la priorité, c'était faire ça. Donc 150 heures de formation. Donc on a commencé, parce que c'est tout récent, hein, en septembre 2007, hein, et cette formation, en tout cas de septembre à mars 2008, c'est-à-dire qui se termine là ce mois-ci, donc c'était déjà une formation de base. En parallèle, donc je vous l'ai dit, l'apprenti ingénieur était avec nous depuis le mois de septembre, hein, et avec lui, on a identifié les experts. Donc, je fais référence à votre présentation. Hein, donc, identifier les experts, identifier les savoir-faire, hein, et ça nous a permis, ici, de commencer simplement par déjà avoir des plans de machine. Parler de cinématique de machine, parce que c'est clair qu'il y a des personnes qui, depuis 10 ans, 20 ans, règlent les lignes, mais qui n'ont jamais vu de plan de la machine. Ça peut paraître étonnant, mais en tout cas, c'est comme ça. Hein. Donc, plan de machine cinématique, ça nous permet de leur montrer comment la machine fonctionne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, des fiches de poste. Alors, les fiches de poste, c'est des fiches simples, hein, à savoir de conduite. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils font tous les jours, mais c'est formalisé sur des documents qui sont sur les postes de fabrication. Et l'avantage que ça a, c'est que lorsqu'on prend de nouveaux opérateurs et qu'on veut les former, alors, au moins on a une base. Une base évidemment de travail, parce que jusqu'à présent, c'était on forme un opérateur, on va le mettre en doublure. C'est le terme Franpac pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, la personne doit conduire. Alors, je ne sais pas comment elle fait, mais en tout cas, c'était jusqu'à présent un peu la méthode qu'on utilisait. Hein. Donc maintenant, on a au moins des fiches de conduite qui sont simples, hein, qui permettent à chaque opérateur de savoir quoi faire pour conduire sa ligne. Des fiches de maintenance de premier niveau, également, hein, parce qu'il faut rendre les gens plus autonomes, donc c'est ce qu'on doit faire. Donc là, on a une petite vidéo qui montre un amenage d'une presse, hein, donc on a les mouvements associés. Donc, il faut savoir que quand on montre ça, c'est pas forcément très facile de l'expliquer. Donc ce qu'on a développé avec l'aide de l'apprenti, c'est, on va dire, un outil assez simple de communication qui permet de en fait reprendre les différents mouvements de la machine de manière très simple. Parce que c'est clair qu'avec ça, on peut leur expliquer à quoi sert l'axe, à quoi sert le maneton, à quoi sert l'amenage de la presse. Donc vous voyez, l'idée dans tout ça, c'est de rester très pragmatique, parce qu'on est quand même en face de personnes qui ont eu peu de formation de leur vie, qui sont des personnes qui sont en 3-8, qui, on va dire, au bout de quelques temps, décrochent un peu, quoi. Mais c'est normal, hein, parce que elles sont habituées à un mode... en fait, on travaille sur ligne. Donc on a vraiment là besoin d'apporter des choses simples, pratiques, compréhensibles, surtout pour qu'elles puissent, dans l'avenir, faire référence, quoi. Si c'est trop compliqué, on s'en sortira pas. Oui, donc voilà. L'idée, c'est de leur donner le langage pour pouvoir comprendre ce que vous formalisez au travers de vos différentes machines, et vous êtes en train de constituer en fin de compte votre entrepôt de données, c'est-à-dire que vous allez archiver un certain nombre de choses par rapport à des plans machines. Voilà, exactement, oui, tout à fait. On a par exemple déjà commencé avec l'apprenti à récupérer toutes les manuels constructeurs qui étaient malheureusement disséminés un peu à droite à gauche, et on les a remis dans une armoire bien classée, et finalement aujourd'hui, au moins les mécaniciens, les gens qui en ont besoin, savent où aller. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, hein, pour vous dire d'où on vient. Voilà. Alors.
Donc ça, c'est ce que j'ai appelé, en tout cas, la première étape, hein, l'étape basique. Voilà. Donc l'étape, alors attendez, parce que je vois pas bien, l'étape avancée. L'étape avancée, c'est toujours avec l'AFPI, parler de méthodologie de résolution des pannes et dysfonctionnements. Parce qu'on aura beau écrire écrire le fonctionnement des presses, c'est bien, mais il y a bien tous les jours des problèmes des problèmes nouveaux, des problèmes de logique, sur lesquels on est confronté, mais qui ne sont pas forcément transcriptibles. On ne peut pas tout écrire, toutes les pannes possibles, parce qu'il y en a tous les jours et on apprend tous les jours. Donc là, l'important et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est d'apprendre à nos gens d'avoir un certain raisonnement, une certaine logique. Donc ce qu'on a développé avec l'AFPI, encore avec eux, hein, c'est de nous donner une méthodologie d'apprentissage avec des exemples, des petits cas de figure, pour que cette méthodologie-là, on puisse la transcrire chez nous, hein, et pour qu'il y ait déjà les personnes à qui on allait donner un certain nombre de méthodologies aient déjà un minimum de connaissances, quoi. Parce qu'on ne parle pas de résolution de problème comme ça. Il faut que les gens savent ce que c'est. Il fallait des bases avant de pouvoir... Il fallait des bases, voilà. Exactement. Hein. Donc là, on introduit de la logique séquentielle, du logigramme graph-set. Alors je vous rassure, on leur explique ce que c'est, mais l'idée, c'est pas de leur faire des spécialistes. Hein. C'est vraiment qu'ils utilisent ces outils-là, qui sont des outils modernes, pour qu'on en sorte un résultat. Parce que ce qu'il faut, c'est que les lignes marchent et qu'on ait des résultats à la fin du mois. C'est ça quand même. Restons très, très pragmatiques là-dessus. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'on fait ça, donc, ça, c'est la formation AFPI à ce niveau-là. Résolution de problème, c'est plutôt septembre-octobre 2008. Pourquoi aussi on a divisé la formation AFPI en deux? C'est parce que 150 heures de formation d'un coup, ça marche pas. C'est du bourrage de crâne et au final, ça permet pas aux gens, j'allais dire, de vraiment s'imprégner de cette formation-là. Donc on a voulu faire un break, hein, très clairement. Et donc en septembre-octobre, l'AFPI nous aide sur la méthodologie et à partir de là, avec l'apprenti, l'idée c'est de là vraiment créer des fiches de dépannage, des fiches de réglage, qui sont vraiment finalement le but à atteindre, hein, parce que si on était resté sur des fiches de conduite, ça ne nous aurait rien apporté, dans le sens où les conducteurs qui étaient déjà sur les lignes savaient ce qu'ils avaient à faire. Hein. Donc ça c'est l'étape, on va dire ultime, au moins l'étape à avoir. Hein. Donc on va vous montrer, je vais vous montrer des exemples. Donc voilà l'exemple de logigramme qu'on appelle logigramme d'analyse. Pour un problème connu de manque de bord, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quelque chose chez nous d'assez connu et assez perturbant. L'idée c'est de pouvoir en fait avoir un cheminement logique pour se dire, ben voilà, j'ai un problème de manque de bord, mais où je vais? Au lieu d'aller se jeter sur la ligne, parce que c'est un peu ce qui se passe hein, souvent, et aller tout démonter et tout réparer, c'est se dire, je vais quand même vérifier vérifier les choses basiques, quoi. J'ai 4 points à regarder, je vois déjà si les 4 points sont OK. S'il y en a un qui est défaillant, bah, je suis mon logigramme et je vais à l'étape suivante. C'est un peu ce qu'on voit quand on achète une télévision. Vous voyez, je pense qu'on a une aide, n'étant pas électronicien moi-même, j'aime bien avoir ce genre d'idée, quoi. Donc ça, c'est vers là qu'on va, en tout cas. Et suite à ça, donc, une fois que la personne a retrouvé la logique par rapport à la réparation de la panne, l'idée c'est de leur donner, bien évidemment, là, des fiches de réglage. Hein, parce que si toute cette logique nous amène à après règle ton margeage, ça sert à rien. Il faut vraiment lui dire, le galet de margeage c'est quoi? Alors régler les galets, il y a des règles, il y a des bonnes pratiques, il faut aller voir qui règle mieux, et il faut aller voir les experts. Et là-dessus, donc l'idée est toujours la même, hein, c'est d'essayer d'être assez visuel. Donc on utilise des photos, on utilise des petits schémas, mais surtout ne pas les inonder de grands discours, parce qu'au final, moi j'en suis persuadé, plus il y aura de texte, et moins ça sera lu. Hein. Donc il faut que ces fiches-là soient sur les lignes de fabrication, proches de là où ça merde, entre guillemets, hein, et ça marchera, parce que sinon on s'en sortira pas. Voilà. Et dernière, je vais aller vite. Hein.
Donc, évidemment, ce qui reste à la fin, c'est quoi? Alors, ce qu'on appelle excellence, et c'est ce que j'ai noté tout à l'heure dans votre présentation, là, quand vous parliez de réactualiser les compétences et enrichir les connaissances, c'est bien ça. Hein. L'excellence, c'est quoi? C'est surtout pas de s'arrêter aux fiches de poste et aux fiches de réglage. Il faut après qu'il y ait une communication ascendante-descendante entre les opérateurs, ce qu'ils voient, ce sur quoi ils sont confrontés au jour le jour, et l'encadrement. Et là, on parle de feedback opérateur et de mise à jour des fiches de poste. Et il faut que ça vive, parce que il est clair, et ça l'apprenti, il le sait très bien, au bout de 3 ans, ben, il ne sera plus là. Et si c'est pour avoir fait des fiches et nous avoir tous fait plaisir, ça ne sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un vrai résultat derrière. D'accord. Voilà. Donc la recherche de l'excellence. Donc si je résume, globalement, vous montez en compétences dans le but d'avoir des opérateurs qui deviennent opérateurs autonomes avec une capacité de diagnostic sans vouloir en faire des experts. Tout à fait. Un transfert de compétences interne par rapport à des savoirs internes, mais aussi transfert de compétences externes, puisque vous allez chercher auprès d'un organisme qui s'appelle l'AFPI pour cette montée en compétences. Exact. Merci. Il y aura peut-être des questions tout à l'heure dans la salle. Je vais demander à Monsieur Stamp. Vous auriez pu rester, en fait. Hein. Ouais, vous auriez pu rester, peut-être qu'on pourrait apporter. Voilà. Donc, Monsieur Scanf. Monsieur... Monsieur Scanf, donc. Comme vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Scanf, donc, qui est comment dire, responsable du bureau d'études de la société Castel à Landivisio. Donc, comme vos prédécesseurs, si vous pouviez nous présenter rapidement l'entreprise. De la même manière, il y a, je pense, une présentation qui va être lancée. Bon, pour faire court, on est une société de 80 salariés basée à Landivisio et on fait ce qu'on appelle de la manutention. Donc on fait du transport de vrac. Donc là on voit l'un de nos ateliers, ça défile très vite. Donc en réalité, la manutention, c'est du transport de vrac dans 4 principaux domaines. Les coopératives agricoles essentiellement, donc vrac céréales. Ensuite, on a, je ne sais pas dans quel ordre sont mises les photos, donc on a des carrières, donc type Lafarge, transfert de cailloux. Bon, ce sont les installations portuaires perdues. Donc chargement, déchargement de bateaux. Encore une installation portuaire, mais c'est toujours un petit peu la même idée. Et puis, oh, magnifique. Voilà, donc pour faire court, nous on a une activité qui est un peu différente puisqu'on travaille à l'affaire. Donc on n'est pas exactement dans une logique sérielle, voire pas du tout. Donc notre problématique en termes de knowledge management, elle est complètement différente puisque on sort toute une gamme de produits, ou un nombre de gammes assez étendu, mais avec des problématiques de savoir-faire à tous les niveaux, au niveau du bureau d'études, de l'atelier, du montage, puisqu'on fait l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors en termes de profil, on a, ça va du CAP à l'ingénieur. Alors après, je ne sais pas si on passe directement à la présentation que j'ai préparée, pour le pourquoi. Alors, en réalité, on est une société familiale. Donc on en est à la 3e génération. D'accord. Donc on en est à la 3e génération. Je découvre en même temps que vous la présentation. On est à la 3e génération. De ce fait, c'est une activité ou c'est une société générationnelle. Et de là, on a vécu des déboires il y a, je dirais, 5 ans, 4-5 ans. Par des départs en retraite massifs et tout un transfert du savoir-faire qui n'avait pas été prévu. C'est ajouté à cela des problèmes conjoncturels, la hausse de la matière, les 35 heures, ce que tout le monde a eu. Alors comment ça s'est traduit? Si je peux avoir la présentation. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est un petit peu de vous raconter une histoire. C'est qu'un éclairage. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir le savoir-faire sur le knowledge management. D'ailleurs, j'en ai appris de belles tout à l'heure et j'aurais apprécié avoir ce savoir bien avant. Toujours est-il qu'on l'a pris de manière pragmatique. On n'a pas pris la transmission du savoir-faire en tant que tel, en tant que projet
clairement identifié, mais on l'a mis dans une grande stratégie dont je vais vous montrer un petit peu l'essence, au travers de plein de projets pour faire en sorte d'améliorer notre productivité. Donc, je ne sais pas si ça arrive. Un souci en régie. Bon. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 ans, on était au bord du dépôt de bilan. Donc c'était quasiment à mon arrivée. La société perdait énormément d'argent. On est passé vraiment au bord du gouffre. Et on a vu apparaître des problèmes fondamentaux. Bon, voilà la présentation. Donc je vous propose la problématique. On verra la stratégie et nos choix structurels. Un exemple sur des tapis à bandes, les résultats et puis une brève conclusion. Je vais essayer d'aller vite. N'hésitez pas à me couper si... Je vous en prie. Donc la problématique de l'entreprise... Ah, là c'est moi qui passe. Ah, c'est pas moi qui passe. Donc comme je disais, je vous raconte une histoire. Donc il était une fois il y a 3 ans. Qu'est-ce qui se passait? On avait des matériels qu'on sortait bons de manière historique, puisque la société existe depuis 1932. Et puis maintenant, ils sortaient avec des défauts. Alors on venait nous voir au bureau d'études, puisque je suis responsable des études. Nom de Dieu, les jeunes, vous êtes bons à rien, on vire tout le monde. Bon, heureusement, on ne l'a pas fait, mais on en a pris plein la gueule, croyez-moi. Ensuite, des matériels qui étaient maîtrisés, chez nous, de manière historique également, sortaient avec des non-qualités quand on les sous-traitait. Rebelote, là, de toute manière, c'est les sous-traitants qui sont nuls, parce que nous, on est bons, on est les meilleurs, donc c'est forcément les autres qui sont mauvais. Mais ça nous a créé de gros problèmes. Bien sûr, le temps des études est devenu considérablement long, et ça, c'était un gros problème en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est un peu l'idée, c'était mieux avant, mais vous connaissez certainement tous ça. Et puis, je me suis aperçu qu'en termes de gestion documentaire, on a vu une multiplication des bibliothèques et des savoir-faire. En réalité, chacun dans son domaine ou sur son poste de travail se faisait ses outils pour pouvoir répondre aux besoins et à la pression qu'il avait au jour le jour. Et ça causait un vrai problème de méthodologie au niveau de l'entreprise. Entre guillemets, ça c'est vrai que ce document-là, c'est le mien. Je suis sûr qu'il est bon puisque c'est moi qui l'ai fait. Alors ça, c'est une logique culturelle sur laquelle il a fallu qu'on agisse. Voilà. Alors des phrases comme ça, je pourrais en sortir 50. Je m'arrête à celle-là, mais vous avez compris un petit peu la philosophie de ce qui s'est passé. Alors comment l'entreprise peut-elle capitaliser le savoir-faire de chacun et le rendre disponible tout en prenant en compte en fait la logique qu'on s'est posée à ce moment-là, c'est quelle est notre organisation par rapport à ces problématiques. Alors on avait une organisation très cloisonnée, un petit peu à l'ancienne, avec des secteurs d'activité, le service commercial, puis une cloison physique, le bureau d'études, une cloison physique, enfin je parle de mur, avec des portes, puis le bureau d'études, une autre cloison, la production, ainsi de suite. Vous n'imaginez pas ce qu'une porte peut freiner, comment une porte peut freiner l'information. C'est incroyable. Donc on a déjà décloisonné les services, faire en sorte qu'il y ait travailler un petit peu plus en mode projet et mélanger tout le monde, ce qui permet de transmettre le savoir-faire de manière diffuse. Ensuite, il y a l'aspect humain. Alors l'aspect humain, on a estimé que capitaliser le savoir-faire, ça pouvait être mal pris. En quelque sorte, la problématique, c'est comment je peux aller chercher le savoir-faire de quelqu'un alors qu'il n'a pas forcément envie de le donner. Il faut savoir que dans une société comme la nôtre, comme partout, vous parliez de pouvoir tout à l'heure, nous on a estimé effectivement qu'il y a le pouvoir du sachant. Quand je sais, tant que je sais, personne ne viendra me chercher. Donc on a essayé d'opposer au pouvoir du sachant la valorisation de la transmission du savoir. Et valoriser les gens à donner leur savoir, c'est beaucoup plus important que je dirais que le jeu de territoire. Après on est sur une organisation complète et puis je dirais il y a l'ensemble qui évolue et ça commence à faire un bouillon de culture qui devient intéressant. Donc chacun contribue dans son domaine à l'amélioration de l'entreprise et on valorise chacun des interlocuteurs dans ce domaine. Et enfin des gains de productivité qui donnent du temps pour
laisser place à de la créativité. C'était potentiellement l'un des freins, et je l'ai eu en remarque. Mais si je donne tout mon savoir et si on met des moyens informatiques, on automatise tout, à la fin, aujourd'hui on est 10 au bureau d'études, dans 3 ans on sera 5. Donc on commence à se regarder en chien de faïence et on se demande qui va sauter. Non, on part du principe que les gens qu'on a chez nous sont des gens de qualité. Le problème, c'est que c'est extrêmement cher de les payer à faire des tâches répétitives qui n'apportent aucune valeur ajoutée pour la société. Donc il faut leur faire comprendre qu'en donnant leur savoir, on va leur donner des outils qui vont leur permettre de gagner du temps, et du coup ils auront du temps pour faire de la créativité. Et en l'occurrence, pour moi, par exemple, de venir ici. Enfin, on a travaillé sur nos méthodologies. Donc là, c'est de manière un petit peu plus structurelle. Et donc c'est comprendre les besoins de tout un chacun dans l'entreprise, mettre des outils derrière qui leur font gagner du temps. Et notamment, là, on a investi dans des systèmes lourds, donc la mise en place de SolidWorks, un PLM, ainsi de suite. Donc là, je vais... Ah, on a sauté une page. C'est pas grave, puisque c'est là. Voilà. Hop, là. Voilà, ici. C'est bon. Là, je reste 30 secondes. Donc, il y a 3 ans, quand on a eu des difficultés, on s'est posé toutes ces questions. On a mis en place une stratégie, donc on a vu la problématique. Alors, on est dans un tunnel de rentabilité qui nous pose des soucis. Là, je passe très rapidement. C'est juste pour dire qu'on est arrivé sur l'ensemble des éléments qu'on voulait mettre en place pour sortir la société de ces difficultés. On est arrivé sur un projet qu'on a appelé Standard, mais qui en fait englobe tout un tas de méthodologies, dont le knowledge management. Et ce projet est devenu central pour la société. Alors on a travaillé sur le système d'information. Le système d'information, on a voulu reprendre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, justement en resynthétisant toutes les tâches qui n'avaient pas de valeur, en les automatisant et en faisant des liens entre tous les logiciels de l'entreprise. On est une petite société, mais on s'aperçoit qu'on a déjà un panel de logiciels assez grand. Donc on a travaillé sur tous ces liens pour stocker l'information, avoir l'unicité des bases de données, et ainsi de suite. Là je passe un petit peu sur les problématiques informatiques, mais ça marche bien. Ensuite on a travaillé en termes de méthodologie à faire en sorte, notamment au niveau des calculs, à bien comprendre les besoins et les méthodologies qu'on a au bureau d'études pour calculer tel ou tel matériel, pour les retranscrire sous un format informatique qui a l'avantage, qui a le double avantage, c'est de faire déjà gagner du temps à tout le monde, et ensuite, je dirais, de permettre de rendre une méthodologie unique. C'est-à-dire que tout le monde rentre dans une méthodologie, on a fait des groupes de travail, chacun a amené un petit peu sa manière de voir le problème, on a synthétisé ensemble, à la fin on finit par une méthodologie, comme elle est informatisée, de toute manière on ne peut plus en réchapper. Et comme on a tout un système qui est lié, qui reprend l'ensemble de l'informatique, au final ils s'approprient l'outil, puisqu'ils ont été associés à la programmation, et à la fin ça devient leur outil, et puis on n'en entend plus parler. Alors on va parler en termes de gains de... Je vais prendre le cas d'un tapis à bande. Donc un tapis à bande, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en photo, c'est relativement classique. Donc on développe nos propres outils, on s'aperçoit que là on voit qu'il y a plusieurs onglets, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages avec tout un tas de données à faire comme ça. Donc en réalité, en développant ça, on rentre notre cahier des charges et on calcule les puissances, l'ensemble des options possibles. Ce qui nous simplifie les données. Ça nous permet de développer beaucoup plus rapidement nos produits. Et comme je le disais, ça ramène la méthodologie. Ces logiciels impactent directement la 3D, ce qui fait que, je dirais, à partir de ça, on est sur un fichier 3D unique qui est systématiquement recalculé. Alors, la situation initiale, c'était du 2D, où on avait pour une gamme de matériel, si je prends le cas des tapis, si on veut faire la matrice de l'ensemble des options et des tailles et ainsi de suite, on s'en sortirait pas. C'est ce qui se passait avant. On pouvait avoir 100, 200 ou 300 plans, et à chaque mise à jour ou modification, il faut reprendre les 300 plans, donc c'est infaisable, et donc ça n'était pas fait, d'où les problèmes de production qu'on avait, d'où les problèmes de retour d'atelier qui faisaient qu'on n'arrivait plus à sous-traiter, ou entre guillemets, nos productions n'étaient plus bonnes.
Par cette méthodologie-là, qui était un petit peu lourde à mettre en place, on est passé d'un fichier source, toute option possible, en 3D, qu'on recalcule systématiquement. Et on va voir les gains de productivité. Donc effectivement, c'est le cadre d'un tapis. Alors ce qui s'est passé, je dirais, la première situation, donc on a sorti une première carrière. Donc il y avait 6 ou 7 tapis, ouais, ou 8. Donc c'est la première fois qu'on mettait en place la 3D avec l'ensemble PLM, enfin toute la matière informatique, encore que le PLM non pas à l'époque, mais il fallait tout mettre en place. Ce qui fait qu'en étude, au lieu de passer une semaine, on en a mis 5, parce qu'il fallait faire toutes les bibliothèques, il fallait tout faire. Et je dirais que j'aurais dû mettre la production en même temps. Et à l'atelier, ce qui s'est passé, au lieu de passer 40 heures à faire un produit, on en passait 50. Alors on a eu des premières réactions de dire mais vous êtes devenus fous à la direction, on investit dans des produits, on investit massivement en plus au regard des fonds de la société dans des produits et on dégrade complètement l'aspect opérationnel. Je pense qu'on ne va pas dans le bon sens. Moi je vous le dis de manière polie, vous imaginez bien de quelle manière on est venu me le dire dans les métiers que nous faisons. À la deuxième carrière, on s'est aperçu qu'en termes d'études, on était revenu à l'égal. Donc là, c'était du 3D pur et dur, et on n'avait pas encore les outils de développement, ce que je vous ai montré par ailleurs. Donc là, c'était notre démarche. C'est un tableau qui a été fait il y a 2 ans et qui montrait nos objectifs. Donc notre objectif était de passer de 1 semaine à 1 jour de développement des tapis. Aujourd'hui, on y est. On est en train de sortir un centre de tri où il y a une vingtaine de tapis. On a mis beaucoup moins que 20 jours à sortir tous les tapis. Donc on y est et on a gagné donc beaucoup de temps en études. Je vais parler des gains de productivité à l'atelier. Alors à l'atelier, donc effectivement, la première affaire, on a perdu beaucoup de temps et on a eu des critiques. Alors je dirais que ça a été humainement extrêmement difficile. Mais c'est là qu'on a mis en place le knowledge management également, ou de manière diffuse. C'est-à-dire que 100% des remarques qui nous ont été faites ont été prises en compte. On n'en a pas oublié une seule. Et comme on a un fichier source sur lequel il est facile de refaire les modifications, on n'a pas besoin de reprendre tous les plans, la deuxième carrière qu'on a fait, qui se trouvait 3 mois après, l'ensemble des remarques ont été mises en place. Ce qui fait qu'en termes de gain de productivité, on est passé en moins de 3 mois à donc plus 10 heures à quasiment moins 5 heures. Plus la valorisation de ce que nous avaient dit les personnels de l'atelier. Parce qu'ils se sentaient, pour eux c'était extrêmement intéressant et enrichissant. Ils ont vu une réelle modification du comportement de la société, puisque pour une fois on les écoutait. Je dirais que ce qui se passait avant, pourquoi justement on avait des problèmes de qualité à l'atelier, pourquoi au bout d'un moment nos produits sortaient mauvais, c'est parce que la personne de l'atelier était partie à la retraite ou dans une autre société. Et en fait on s'aperçoit que il y a 3 ans il était venu dire qu'il y avait tel défaut et ça n'a pas été modifié. 3 semaines après il était revenu en gueulant dans le bureau d'études, ça n'avait toujours pas été modifié, et puis à la fin il ne le dit plus. Ce qui fait que lui il sait qu'il y a l'erreur, il modifie, et donc les produits sortent bons. Donc globalement la société fonctionnait. Le jour où il est parti, on faisait les matériels suivant les plans, ça ne marchait plus. Oui, il était le seul à savoir qu'à cet endroit-là, il fallait modifier quelque chose. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est encore mieux, puisque non seulement ils ont été valorisés, mais ils sont rentrés dans le jeu. Donc ils sont venus nous dire, ça marche très bien, on gagne du temps. Par contre, je suis sûr que si on faisait ça, on en gagnerait encore plus. Et donc on a mis en place toutes les modifications qu'ils nous ont proposées. Donc ça c'est pareil, c'est un tableau qu'on avait fait il y a 2 ans. Aujourd'hui, les résultats, puisqu'on est même à une phase plus longue, c'est que sur la dernière déchetterie qu'on a fait, ils sont venus en s'excusant d'avoir oublié de nous dire qu'on faisait tout le temps une erreur. Ils disent, mince, là on a sorti 20 tapis, ils sont venus en disant, mince, on a oublié de vous dire que vous faisiez toujours cette erreur-là, ce qui fait que maintenant on a 20 fois l'erreur à modifier. Mais c'est de notre faute parce qu'on ne vous l'avait pas dit. Les rapports humains sont complètement inversés. Aujourd'hui, sur les temps de fabrication des têtes et pieds de tapis, on a divisé par 2 le temps de fabrication.
je dirais en termes de conclusion, pour faire vite, voilà, un petit peu comme on la ressent, c'est-à-dire que la non-organisation des données et du savoir-faire est un risque majeur. Alors là, j'élargirai un petit peu sur, je dirais, la transmission d'une entreprise ou d'une PME. Dans la salle, il y a beaucoup d'étudiants, vous serez peut-être futurs repreneurs de société. Je dirais, méfiez-vous, c'est un risque. Vous parliez j'ai oublié tous les termes, mais d'immatériel, et c'est une notion, voilà, c'est une notion qui est extrêmement forte, c'est-à-dire que quand on achète une société, effectivement, on l'achète pour son image de marque, pour sa position sur un marché, pour les hommes qui y travaillent, mais ça, notamment les hommes qui travaillent, et même l'image de marque, c'est extrêmement volatile. On n'est pas sûr, en rachetant une société, que tous les hommes vont rester, et avec eux leur savoir. Si cette transmission du savoir-faire n'a pas été organisée avant, en tant que repreneur, potentiellement on prend un risque. Et ça, il faut savoir le quantifier et l'évaluer. Je parle sous votre couvert. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce que j'appellerais aussi dans un contexte où la volatilité salariale est forte. Mais ça vaut, même si on ne transmet pas sa société, mais aujourd'hui, qui restera toute sa vie dans la même société? La transmission et la diffusion du savoir-faire est une valeur qui doit être partagée par tous. Et c'est vrai que l'enjeu fort de ce genre de projet ou de ce genre d'action dans une société, c'est de réussir à ne pas laisser quelqu'un sur la touche ou d'éviter les freins. Et donc de faire partager cette valeur à l'ensemble de la société. Et ensuite, je dirais que chez nous, comment ça s'est passé? Ça s'est passé de manière diffuse. On n'est pas des spécialistes du knowledge management. Et comme la qualité n'est pas encore extrêmement poussée chez nous, ça s'est fait en fait sans communication. Ça s'est fait sans mettre de nom particulièrement redondant. C'était juste des réunions, on se rencontre, on a un problème de manière très pragmatique. Comment tu ferais ça? Tiens, on va mettre un outil derrière. Si je fais ça, ça te plaît? Oui, ça te plaît. On continue, on va plus loin. Donc en réalité, on n'a jamais mis de grandes pancartes, de grands mots, je dirais un peu stratosphériques sur toutes les actions qu'on a menées. Mais toujours est-il qu'on a toujours gardé ça en tête en tant que ligne directrice sur chacune des actions que nous avons menées dans la société. Voilà un petit peu pour le mot de la fin et puis pour notre éclairage de ce qui s'est passé chez Castel. Merci. Merci. Je résume rapidement. Votre souci était essentiellement dans ce que j'appelais tout à l'heure le savoir implicite ou le savoir tacite, que vous avez réussi à formaliser dans un système d'information qui aujourd'hui, on va dire, verrouille un peu le système, le fait que chacun est amené à faire des échanges avec les autres et à échanger, partager ses connaissances. Alors, le troisième témoignage, c'est Monsieur Odo, je ne sais pas où, voilà, Monsieur Odo, qui travaille donc chez Legris et qui dirige l'unité de production de Malétroit. Bonjour Monsieur Odo. Bonjour à toutes et à tous. Donc la société Legris, je vais peut-être prendre la main sur la souris. Voilà, comme ça sera plus facile. Donc me présenter rapidement, donc Stéphane Odo, je suis directeur d'unité de production sur Malétroit, donc pas très loin d'ici, et qui dépend donc de la division Legris SA, qui elle-même dépend du groupe Legris Industrie. Je ne remonterai pas plus haut, c'est pas la peine. Personnellement, quand Cédric Cesbron, qui est jeune étudiant à l'ISC, est venu me voir pour intervenir sur le thème de la transmission de la compétence, finalement, mon souhait, c'était de faire part d'une expérience personnelle, ce que nous, on avait vécu sur le terrain, et peut-être les difficultés, les contraintes qu'on avait rencontrées sur ce thème-là. Donc, mon intervention sera relativement ciblée sur un périmètre un périmètre qu'on a vécu, en fait, concrètement sur le terrain. Alors, juste rappeler la société Legris SA, donc son activité, on travaille dans le domaine de la connectique des fluides, en basse pression et haute pression, dans le domaine industriel. Donc on va nous retrouver dans l'automobile, une voiture, on va nous retrouver dans une machine industrielle, que ce soit dans le domaine du textile, dans le domaine de l'engin industriel, de la fabrication au sens large. Vous allez retrouver un petit peu du raccord industriel, Legris un petit peu de partout.
L'effectif de la société Legris SA, donc 1800 personnes, son chiffre d'affaires 222 millions d'euros, et nous disposons au niveau industriel de 11 sites qui sont répartis, je dirais, à travers le monde. On nous trouve en Europe, mais également sur le continent américain, en Chine également, donc on va nous retrouver un petit peu partout. Alors l'unité de production Legris SA Malais 3, elle travaille principalement dans le domaine du décolletage et du décolletage laiton. On fait un petit peu d'acier et d'inox, mais principalement du décolletage laiton, donc de l'usinage du laiton. L'unité a été créée en 1977, donc elle a aujourd'hui 30 ans, et nous sommes aujourd'hui à peu près 120 personnes avec un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Notre activité principale, vous l'avez ici, du raccord instantané. On y fait une partie laiton qui vient s'assembler sur une partie plastique polymère. Nous travaillons dans le raccord universel, donc qui est un raccord tout laiton. Et nous travaillons dans le domaine du robinet industriel où nous faisons la partie du corps de robinet. Tout ça principalement en laiton. Alors, concernant le sujet de la transmission de compétences, je me suis intéressé moi-même personnellement à la perte de compétences. Alors pourquoi la perte de compétences? Legris SA et principalement sur Malais 3, l'ensemble des sites Legris en règle générale, sur l'ensemble des sites en règle générale, très peu de turnover. Aujourd'hui, une société où les gens viennent sur le site, souvent sortent d'école et arrivent sur le site et ils restent finalement pour l'ensemble de leur carrière. Donc je dirais peu de turnover, une population fidèle et selon les unités de production, des opérateurs et opérateurs régleurs avec des métiers bien spécifiques, qualifiés, donc nécessitant souvent une formation relativement importante. Alors j'ai mis ici les cas finalement qui me venaient à l'esprit de la perte de compétences. On y retrouve effectivement le départ en retraite, on y retrouve la mutation interne, on va y retrouver le départ volontaire et la maladie, l'accident. Donc il y a sûrement d'autres thèmes, d'autres cas de figure qui se présentent, mais bon, de façon générale, on retrouve ces quatre cas de figure. Alors si on prend le cas du départ en retraite et la mutation interne, c'est une situation qui est en général prédictible, aménageable et gérable. Alors je ne dis pas, et bien évidemment quand je vois l'intervention de mes prédécesseurs, ça ne veut pas dire que c'est facile, bien entendu. Ça nécessite une organisation, une mise en place qui n'est pas toujours simple à gérer et à organiser. Mais je dirais que la différence avec le départ volontaire, la maladie et l'accident, c'est que dans ce cas-là, vous êtes dans une situation qui est imprévisible, qui est souvent déstabilisante et qui est stressante. Cas de figure, ça arrive, ça tombe, vous ne savez pas comment faire. En tout cas, sur le moment, situation difficile à gérer. Comment gérer? Avec quelques remarques de départ. Quelques remarques au départ. Donc, face à un départ non prédictible, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, je crois, il faut l'accepter, c'est que clairement, l'idée que tout soit prévu, tout soit organisé, c'est pas la peine d'y penser. On sera tous ici, industriels, dans une situation où à un moment donné, pour X raisons, on risque de se retrouver dans une situation où quelqu'un a décidé de partir. Donc il faut gérer cette situation, il faut accepter qu'on va se retrouver dans cette situation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir s'organiser et organiser notre environnement, que ce soit l'unité ou le service, face à ce genre de situation. Il va falloir y réfléchir auparavant. Et enfin, une petite remarque, ce coup-là arrive, vous avez un certain nombre de départs volontaires, vous devez réagir, mais surtout, je crois surtout après, a posteriori, tranquillement, c'est de réfléchir pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, comment on a géré cette situation, et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour qu'il y ait peut-être moins de départs. Alors, pour moi, deux situations qu'on a vécues sur notre site de production. Notre site de production, très clairement, une population donc, qui arrivait très jeune sur le site, donc des gens qui sortaient finalement d'école, qui avaient pour certains un niveau BEP, CAP, et pour d'autres un niveau bac, qui pour la plupart n'avaient connu finalement qu'une seule entreprise, le site de Malais 3, qui arrivait, on va dire, sur la trentaine, et qui à un moment donné se sont aussi posé la question de leur avenir, est-ce que je reste sur le site, est-ce que je bouge, est-ce que je fais quelque chose? Donc peu de turnover, et finalement,
nous-mêmes pas vraiment préparés à ce turnover. Pour nous, les gens étaient là, ça a toujours été comme ça, et on n'a jamais eu de problème avec. Donc face à cette situation qu'on a vécue sur le site à un moment donné, avec une contrainte supplémentaire, l'air de rien, c'est que le décolletage, très développé dans la vallée de l'Arve, du côté de la Savoie, en Bretagne, on n'était pas vraiment les spécialistes. Donc à court terme, quel était l'objectif ? Très clairement, nous en tant qu'industriels, c'est continuer à satisfaire efficacement notre client. Aujourd'hui, c'est de dire j'ai des départs volontaires, j'ai une maladie qui peut durer 2, 3, voire 6 mois, voire 1 an dans certains cas. Quel est mon objectif à court terme ? C'est clairement m'assurer que mon client sera livré proprement et que finalement, pour lui, ça soit entre guillemets relativement transparent. Alors ça concerne évidemment un départ volontaire, ça concerne une maladie, ça concerne un accident. Donc face à cette situation, il est nécessaire d'avoir au préalable finalement organisé ce cas de figure. Comme je disais tout à l'heure, il faut savoir se préparer à ce genre de situation. C'est pas la peine d'essayer de tout mettre en œuvre pour l'éviter. À un moment donné, ça arrive à tout le monde. À un moment donné, vous avez des personnes qui partent, vous avez des gens qui ont décidé, pour X raisons, familialement ou autre, de partir de l'entreprise. Donc c'est pas la peine de l'évacuer. Il faut l'accepter, maintenant il faut se préparer. Comment ? Nous, sur le site, et je dirais de façon générale, sur l'ensemble des sites de production à Legris SA, on travaille sur 3 items. Le premier item, c'est la polyvalence. Aujourd'hui, quelqu'un s'en va, quelqu'un est malade, quelqu'un a un accident, donc il va être absent un certain nombre de temps, où il va falloir retrouver une autre personne. Ça veut dire que clairement, il faut qu'on ait, face à cette situation-là, des gens, c'est-à-dire ceux qui restent, qui soient relativement et suffisamment polyvalents pour pouvoir, le cas échéant, pallier à l'absence de la personne concernée. Il faut aussi s'organiser en termes d'implication du personnel, donc en termes de management des hommes. Quand vous avez un coup dur, on le sait tous, on est capable de donner beaucoup plus que ce que l'on donne au jour le jour. Beaucoup plus. À ça, il y a, en tout cas c'est personnel, il y a deux points qu'il faut respecter. Le premier point, il faut donner à la personne qui est dans l'entreprise l'envie de se battre pour son entreprise. Et je dirais la motivation, donc l'environnement de travail, les conditions de travail, le relationnel avec ses hiérarchies, pour effectivement avoir l'envie de se battre pour son entreprise. Et la deuxième, il faut aussi savoir lui dire qu'on ne va pas lui demander de faire beaucoup plus 365 jours de l'année. Je ne sais pas vous, mais moi, dans mon entreprise, sur une année, j'ai 3-4 coups durs. J'en ai 3-4 finalement. J'en ai pas des masses, j'en ai 3-4. Et je pense que finalement, on a tous un peu 3-4. Et qu'est-ce qu'on attend finalement de nos équipes ? C'est que pendant ces coups durs, elles soient là. Elles soient présentes. Donc, à nous, et un départ d'une personne, je dirais, qui avait un savoir-faire important, ou sur un poste spécifique, ça peut être considéré comme un coup dur dans certains cas. Donc ce qu'il faut, c'est expliquer aux personnes que là, on a besoin d'elles. On a besoin d'elles à ce moment-là, pendant un certain temps, on a besoin d'elles. Donc il faut mettre les conditions en amont, avant que le problème arrive, pour pouvoir, le cas échéant, lui demander d'être présente. Donc mettre un environnement de travail qui fasse qu'on a envie de se battre pour son entreprise, et bien expliquer à la personne qu'elle va devoir se battre beaucoup plus que ce qu'elle se bat d'habitude pendant une durée bien déterminée, et pas tout au long de l'année. Et ça, c'est un contrat qu'il faut savoir respecter, et qu'on essaie de respecter chez nous. Et enfin, la sous-traitance, parce que quand vous avez des gens qui partent, et que vous n'arrivez pas à faire l'activité qu'il faut, il vous manque peut-être 10% par exemple, mais il faut savoir s'organiser en amont, pour pouvoir délester le cas échéant. Et pour toujours, avec le même message, s'assurer que notre client, finalement, pour lui, ça soit relativement transparent. Et c'est un petit peu ce que j'ai mis en dessous. La polyvalence, c'est la flexibilité du personnel. Il me manque une personne ici, peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai des gens suffisamment polyvalents pour qu'elle puisse répondre. L'implication du personnel, c'est prêt à faire un effort ponctuellement. Et quand on a un coup dur, c'est là qu'on attend d'avoir le retour de ses équipes. Et la sous-traitance, c'est capacité de s'adapter sans perdre ses clients, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit transparent pour le client. Et nous, aujourd'hui, face à des situations qu'on a pu connaître à un moment donné,
il a fallu alors on l'avait développé, la polyvalence et l'implication du personnel, un peu moins la sous-traitance, mais il a fallu à un moment donné se poser ces questions-là et de mettre en place cette stratégie qui a fait que quand le problème est tombé, ben, on a su, alors comme je dis bien, à court terme, on a su réagir. C'est-à-dire qu'on a su répondre à notre client tout de suite. Dans le même temps, fallait aussi gérer la situation à moyen et à long terme, c'est-à-dire un départ volontaire, à un moment donné, il faut le remplacer, quoi. Une personne qui s'en va, il va falloir gérer cette situation-là et retrouver une personne. Donc c'est ce que j'ai appelé la gestion de la crise à moyen terme, avec un objectif, se garantir un retour à l'équilibre, surtout efficace. Et c'est ça qui est important. Nous sommes dans un métier qualifié où il ne faut pas espérer qu'en une semaine, la personne soit compétente. C'est illusoire. Donc tout ce que j'ai dit à court terme, dans le slide précédent, c'est un court terme qui peut durer 2, 3, 4 mois. Mais voilà, il faut en prendre acte. C'est pas quelque chose une personne ne sera pas formée en 2 minutes. C'est illusoire. Et là, ça veut dire qu'il va falloir recruter. Il va falloir qu'on soit efficace sur le recrutement et je dirais sur la formation qu'on va apporter à cette personne pour que rapidement elle soit opérationnelle sur le terrain. Et là, ça va concerner principalement les départs volontaires qui vont induire, je dirais, juste derrière donc un recrutement. Non pas les maladies et les accidents. Je me place dans la situation où une maladie et un accident, on peut supposer au pire 8 jours, au mieux 2-3 jours, au pire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, on est capable de se débrouiller par nous-mêmes. Donc, même principe, l'objectif c'est de se dire, ok, à court terme, on a su réagir, on a su mettre en place une structure qui nous permettait de satisfaire notre client. N'empêche qu'à côté, il va falloir éventuellement recruter une personne. Comment on s'y prend? Comment allons-nous faire? Quelle stratégie allons-nous adopter pour s'assurer que ça se fasse vite et bien? Et je dirais finalement plus bien que vite. Parce que le but, c'est que ça soit du long terme. Alors, 4 items que l'on a développés chez Legris. Clairement l'apprentissage. Pourquoi l'apprentissage? Parce que ce sont des personnes qu'on intègre dans nos unités, avec qui on travaille, que l'on voit vivre, que l'on voit évoluer en termes de compétences, que l'on voit évoluer aussi en termes de façon d'agir, très important. Aujourd'hui, on a des métiers qualifiés, mais où on a besoin d'avoir des façons d'agir, une motivation des gens importante, et donc un aspect. Donc le fait d'avoir des apprentis sur place, ça nous permet quand même d'avoir un bon visu de ces paramètres-là. Études de marché. Dans le domaine de l'opérateur régleur, par exemple, aujourd'hui, on ne trouve plus un seul opérateur régleur sur le marché. C'est une denrée très très rare. Donc ça veut dire qu'il faut y être préparé. Il ne faut pas arriver la fleur au fusil en se disant tiens, ça y est, j'ai 1 ou 2 personnes qui partent. Et puis finalement, tiens, je vais commencer à regarder le marché, voir ce qui se passe, quelle est l'offre, quelle est la demande. Les salaires, très important dans l'étude de marché. Où se positionnent les salaires d'un opérateur régleur, par exemple, aujourd'hui. Ne pas être dans la situation où quand on reçoit quelqu'un, peut-être qu'on a loupé l'occasion parce qu'on n'était pas prêt à donner ce salaire-là, alors que la réalité, c'est que finalement, on était peut-être déjà dans la fourchette basse de ce que demandait le marché. Donc, se préparer sur ces items-là. Et nous, on a dû beaucoup travailler là-dessus pour avoir une visu. Pourquoi? Parce que toujours pareil, on n'avait quasiment pas de turnover. Donc finalement, il y avait certains items qu'on n'avait pas nécessairement bien abordés. Le tutorat, très important. Il faut savoir que sur Malais 3, vous avez à peu près 10% de l'effectif qui a été formé pour former des apprentis ou des personnes qui rentrent dans l'entreprise. Donc un tutorat développé de façon très forte, qui est aussi très valorisant pour les personnes, parce qu'effectivement, tu fais partie des spécialistes qui vont être amenés à former des jeunes qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc ça, c'est important. Et également un programme de formation adapté, bien ciblé, sur lequel on ne va pas lésiner. Je vous donne un exemple, par exemple, un exemple concret. On a intégré une personne il n'y a pas très longtemps qui n'était pas décolleteur, mais qui était usineur. Donc, en termes de qualification, une problématique un peu moins critique.
C'est une personne que l'on a envoyée une semaine au CTDEC, donc le centre de formation du décolletage en Savoie. Il est revenu chez nous, donc il a passé d'abord un mois chez nous, il est parti au CTDEC pendant une semaine, il est revenu chez nous pendant un mois, et il repart encore une semaine au CTDEC. Bon, bah, c'est des formations qui, tout compris, c'est quoi? C'est 5 000 €, quoi. 5-6 000 €, quoi. Maintenant, c'est la garantie que derrière, on ait une formation de qualité, faite avec des spécialistes. Pour la petite histoire, via Internet, on avait même fait on avait demandé à la personne de passer un test pour évaluer son niveau, de telle sorte qu'arrivé au CTDEC en Savoie, son programme soit quasiment ciblé sur son niveau de compétence actuel et pour évaluer son niveau de progression. Donc des programmes de formation très très ciblés. C'est ce que je précise un petit peu en dessous. Donc l'apprentissage, la possibilité d'embaucher des apprentis. Très clairement, je préfère embaucher un apprenti qu'embaucher une personne que je ne connais pas. Aujourd'hui, sur Malais 3, nous avons 2 apprentis décolleteurs. On va passer à 4. Et j'ai 2 jeunes apprentis ingénieurs, donc IST, sur l'usine. Donc un apprentissage qui est très développé chez nous. L'étude de marché, donc l'efficacité pour la recherche d'emploi, donc ne pas perdre de temps, aller à l'essentiel. On s'est rendu compte, par exemple, que des gens qui venaient chez nous avec un bac, finalement, ne restaient pas. Ils aspiraient à autre chose très rapidement. Donc, notre capacité à bien cibler ce que l'on recherche et aller vraiment à l'essentiel. Sur la partie tutorat, facilite clairement l'intégration, la montée en puissance du jeune intégré. Je crois qu'il faut avoir en tête, j'ai dit une fois des jeunes ingénieurs qui sont venus chez nous, je leur ai dit, n'oubliez pas que vous mangez votre pain blanc en école d'ingénieur. C'est après que tout va se passer, quoi. Parce que nos métiers, nos métiers techniques en général, et je crois qu'il faut être très large, c'est beaucoup d'expérience sur le terrain. Et ça s'acquiert sur le terrain, quoi. Donc j'ai des tuteurs qui ont une expérience fabuleuse sur leur métier et qui vont petit à petit faire monter en puissance les jeunes qui arrivent. Donc faut utiliser cette compétence-là. Et enfin, programme de formation, garantir une formation de qualité, je l'ai dit, vraiment cibler les organismes de formation pour s'assurer que l'on tienne bien la route derrière, quoi. Je n'ai pas de slide, hein. Ensuite, vous dire juste une petite conclusion, je ne sais pas si ça peut être une conclusion, mais vous dire qu'aujourd'hui, sur Malais 3, on est vraiment rentré dans cette dynamique. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en place, mais je dirais qui étaient en place parce qu'on avait le souci de la transmission du savoir déjà depuis longtemps, on avait le souci de l'apprentissage, on avait le souci de tous ces items, mais, allez, entre guillemets, je dirais que on pensait qu'on n'allait pas devoir vraiment, nécessairement, complètement s'appuyer dessus. C'était aussi un moyen de faire monter en puissance notre personnel, en termes de management, de les faire évoluer. Alors que là, aujourd'hui, on voit que, heureusement qu'on avait développé tout ça. Parce qu'en situation de crise, on aurait été très très mal. On aurait été très très mal. Voilà. En fait, vous avez utilisé le levier du transfert des compétences, surtout pour gérer tous les départs imprévisibles, ces situations un peu imprévisibles, en mettant en place tout un système lié à s'appuyant sur la formation, sur le tutorat, sur l'apprentissage. Oui, pas seulement pour ça, mais il s'avère que tout ce qu'on avait mis en place depuis des années nous a permis de tenir le choc le temps que notre structure se stabilise. Donc voilà, c'est important de l'avoir en tête, en préventif, voilà, il faut travailler. Je peux vous poser la question de la durée, à peu près, de la mise en place de tout ce système, cette gestion. Vous savez, je dirais qu'on a commencé à être fin sur... Il y avait des choses qui étaient déjà mises en place, le tutorat, tout était un petit peu mis en place, mais tout n'était pas complètement affiné. Mais je peux vous dire qu'en l'espace d'1 an, on a tout affiné, quoi. Mais attention, la structure était déjà en place sur tous les items. Après, il a fallu faire de la dentelle. Bien ce terme-là, il a fallu à un moment donné faire de la dentelle. Et c'est là où il a fallu faire un gap très fort. Très clairement, moi je suis directeur d'une unité. Nous avons un service DRH à Rennes qui s'occupe de l'ensemble des unités de production en France. Je peux vous dire qu'au niveau de la DRH, notamment par exemple sur les études de marché, je me suis impliqué très 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 fortement sur le sujet. C'est-à-dire que
je les ai pas poussés, mais je leur dis attendez, moi je sais ce qu'est le marché, je vais vous en parler, et il va falloir qu'on travaille ensemble, mais il faut vraiment pas prendre la main, mais il faut s'impliquer sur le sujet, ça va très vite. D'accord. Merci Monsieur Odo. Merci. Je crois que les étudiants avaient programmé une petite pause, que vous ayez le temps de prendre vos dispositions, et je crois que Michael avait quelque chose de communication à faire, voilà. Donc, comme l'a annoncé Monsieur Le Huec, nous vous invitons donc à prendre une pause dans le hall de l'établissement. Vous aurez la possibilité de prendre connaissance des produits et des services qui sont proposés par nos partenaires que nous remercions, qui sont les sociétés Ardence, Siemens Coaxel, le Crédit Mutuel, Atlantem Industrie, l'Institut Maupertuis, Sigma Phi, mais également la Ville de Vannes et le Conseil Général du Morbihan. Cette conférence reprendra dans 20 minutes. Merci.